En 5 ans et 30 épisodes, des genres différents de monstres, on en a vu un paquet. Mais il y en a encore beaucoup qu'on doit découvrir. Et souvent, les monstres ne viennent pas du fond marin, ou alors de la préhistoire, ou de l'espace. Quelquefois, ils sont là, chez nous, dans nos campagnes, ils sont là. Arrête. Enfin, des fois, c'est nos propres animaux de compagnie qui deviennent des monstres. Et par monstre, j'entends ça. Pas le fait qu'ils deviennent des grosses loges parce que mes mères peut pas s'empêcher de leur filer le reste du gigot du dimanche parce qu'il était pas assez cuit et que personne n'y a touché. Alors que par contre, la tarte au citron de Tata Monique, ça a pas fait un pli, hein. Ah, quand il s'agit de bouffer des pâtisseries, y a du monde, hein, mais quand il faut manger un petit bout de gigot un peu rose avec de l'ail dedans, y a plus personne. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Je sais même pas ce que je prépare, et puis je sais même pas chez qui on est. Bref, les animaux domestiques qui virent dingo, c'est pas ça qui manque. Entre les chiens, les chats, les rats, les moutons et même les oiseaux et les lapins, il y a pas mal de films où nos meilleurs amis deviennent nos pires ennemis. Et l'un des plus connus, voire même le plus connu, sort tout droit d'un roman de Stephen King, le maître de l'horreur, qui avant The Mist et ça, a mis au monde le chien Cujo. Eh oui, c'est Cujo. À la fin de la vidéo précédente, je disais ça. Dès que je l'ai vu arriver avec un Saint-Bernard, j'étais sûr que ça allait être l'ami. Un Saint-Bernard, ça peut être que Cujo. Dans Max, le meilleur ami de l'homme, c'est un mastif du Tibet. C'est pas pareil. Mais avant de continuer, voici une peut-être un peu longue page de publicité. Eh, tu joues à quoi? Je joue à un jeu où il faut tuer des zombies. Mais bon, c'est devenu lassant. J'aimerais bien trouver un jeu avec plein de héros, plein de missions, plein de raids et des arènes. Eh ben dans ce cas, je joue à Red Shadow Legends. Arrête quoi? Tu connais pas Red Shadow Legends? Bah non. Bon, cela dit, jusqu'à ce qu'on nous demande d'en faire la publicité, je connaissais pas non plus. Mais vous aussi, n'attendez plus. Téléchargez le jeu via le lien qui se trouve dans la description. Et en attendant que votre téléphone l'installe, je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir sur ce jeu. Et pourquoi tu parles comme ça? Et j'en ai aucune idée. Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Red Shadow Legends. Le but est simple, vous avez le choix parmi plus de 600 champions issus de 16 factions différentes pour vous créer l'équipe ultime pour péter des gueules. Prenons Sylvania, la gardienne de l'esprit, et prenons une voix plus épique. Sylvania, la gardienne de l'esprit, a été trahie par les elfes d'Aravia qui ont décidé de tuer sa famille parce qu'ils ne pouvaient pas les encaisser. Ouais, juste pour ça. Du coup, elle a décidé de ne plus partager sa bienfaisante magie. Alors il faut aller lui secouer la tronche à grands coups de hache et de flèches de fer pour récupérer ses potions d'esprit. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à chaque tour, elle régénère jusqu'à la moitié de sa santé et inflige des dégâts bonus équivalents au point de vie qui lui reste. Tout en prenant en compte le quotient d'attaque et de debuff qui sont redondants par rapport à la sous-base des points de défense et d'esquive qu'elle obtient en ayant emmagasiné pendant 2 tours la dépense de mana de ses adversaires. À condition qu'il soit proche de la porte d'entrée et qu'il soit au moins 12, évidemment. Enfin, après, ça dépend du niveau qu'elle a. Hein. Ah. Mais tout problème a sa solution. Il suffit qu'un ou deux de vos héros réduisent ses capacités de guérison, qu'un autre retire les debuffs qu'elle peut infliger à vos personnages, et que les 2 derniers soient assez balèzes pour lui tataner sa tronche à grands coups de masse à 2 mains. Et ce sera ensuite une pluie de récompenses qui vous tombera dessus. Honnêtement, je connaissais Red Shadow Legends que de nom. Notamment parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont fait de la pub. Et je me suis mis à y jouer il y a environ 3 semaines, bah franchement, je dois avouer que c'est un jeu qui est vraiment chouette. Les graphismes sont top, la mécanique du jeu est facile à prendre en main et les personnages sont vraiment stylés. Au commencement, on vous demande de choisir un personnage. Bon, moi j'ai pris l'orque parce que c'est une brute épaisse. Mais il y a un paquet de persos jouables, et notamment les hommes lézards que j'ai hâte de débloquer pour des raisons évidentes. Et d'ailleurs, il va bientôt y avoir une grosse mise à jour pour les raids, celle de l'anneau du gardien qui offrira de nouvelles améliorations pour vos champions. Et aussi un moyen supplémentaire de débloquer des personnages légendaires. Et si vous cliquez sur le lien qui est dans la description ou que vous scannez le QR code qui est là, vous obtiendrez Shonoru, une championne épique qui est un vrai bonus dans la tour de malheur, 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Plus 2 œufs sur le plat et un bout de bacon, c'est pas beau ça? Non, plus sérieusement, l'offre ne dure qu'un mois. Donc n'hésitez pas, foncez. Et pour récupérer vos cadeaux, c'est facile. Il vous suffit d'aller ici. Et début décembre, Red sort l'une de ses fonctionnalités les plus importantes et les plus attendues de toute l'histoire du jeu. Cujo est un film d'horreur américain sorti le 10 août 1983, dont la réalisation a été confiée à Lewis Stig, qui avait déjà côtoyé les animaux tueurs avec l'incroyable Alligator, sur lequel on reviendra, et son plus gros succès au cinéma fut Le Diamant du Nil, la suite d'À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Danny DeVito. Un matin, un lapin s'est fait courser par un gros chien. C'était un Saint-Bernard qui s'appelait Cujo. C'est plus mignon comme ça. Mais effectivement, Pampan se retrouve coursé par Beethoven alors qu'il allait sûrement pondre des céréales Nesquik.
Le petit léporidé se cache dans son terrier, ou plutôt dans la caverne du crocodile de Rogue, et comme le gros Cujo ne peut pas passer autre chose que la tête, il aboie pour exprimer son mécontentement. Seulement, il y a du monde qui vit au 2e étage, et ces gens-là n'aiment pas le bruit. Donc une des chauves-souris se pose sur le museau du chien et le mord. Et sans qu'on le sache, un mal terrible se transmet du chiroptère au canidé. Bah, elle transmet quoi? La rage? Bah, je pense, mais je suis pas sûr, tu vois. Parce que... Moi, je dis, admettons, arrive une chauve-souris, enragée. Elle est là, elle parle, elle est enragée. Eh ben, moi, je dis que même s'il est mort plusieurs fois un gars, tu vois, eh ben, je suis pas sûr qu'il ait tout le temps la rage. L'antagoniste étant en cours de téléchargement, voyons ce que le film nous propose comme protagoniste. Voici donc la famille Trenton, composée de Victor, alias Vic, qui travaille pour une agence de publicité, Donna, la femme au foyer, et Tad, leur fils, qui a du mal à dormir parce qu'il y a un monstre dans son placard. Moi j'ai connu un gamin qui avait un dinosaure dans son jardin. Mais ça s'est pas très bien passé pour le chien. Bon, bien sûr, il n'y a pas de monstre dans le placard. C'est juste la porte qui déconne, parce que ça fait déjà 3 mois que ton père doit la réparer, mais il y a toujours le temps avec lui de toute façon. Ah, alors par contre, pour aménager la cave, il a pas fallu lui demander 2 fois, hein. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai des souvenirs qui me remontent. Mais c'est pas les miens. Donc, tout va bien. Tad, écoute-moi, rien de tout ça n'existe. Il n'y a pas de monstre. C'est ça, c'est toujours ce qu'on dit dans ce genre de film. Enfin bref, le petit peut se rendormir. Ça, dors bien. Et ne te laisse pas piquer par les punaises. C'est censé être rassurant, ça. Et quel genre de parents vous êtes? Allez, bonne nuit mon grand. Merci, papa. Et surtout, n'oublie pas que la nuit, les tiques et les puces peuvent rentrer dans tes oreilles. Quoi? Ah, et fais attention, parce qu'il paraît que cette année, il y a énormément de punaises de lit. Ah oui, et fais attention aussi avec les araignées, là, tu sais, celles qui ont des gros corps. Parce que celles-là, elles pondent sous ta peau, et des fois, tu peux mourir d'une septicémie. Allez, bonne nuit. T'as pas l'impression d'être allé un peu trop fort, là, quand même? Écoute, il a 32 ans, il y a un moment, faut qu'il se barre de la maison. Et je vais te dire une chose, hein, si demain matin il est encore là, j'achète un opossum et je le lâche dans sa chambre. Rapidement, les problèmes de placard du gamin vont être relayés au rang des faits divers, parce que une des marques de céréales pour lesquelles travaille Vic s'avère avoir utilisé des colorants pas bons du tout qui ont empoisonné plusieurs centaines d'enfants à travers le pays. Et forcément, les journaux ne parlent que de ça. Vic fait alors des allées et venues entre la maison et le bureau pour gérer la crise avec ses collègues et son patron. Pour réasseoir notre position, gardons le professeur. Si nous perdons Sharp, sois sûr que... Que quoi? Tu peux être sûr de quoi? Non mais c'est vachement stressant, pourquoi la phrase s'est arrêtée d'un coup? Non mais en plus, écoutez bien le ton du mec. Si nous perdons Sharp, sois sûr que... C'est une coupure, c'est net, la phrase s'arrête là. Mais sauf que ça s'arrête au milieu de la phrase, y a plus rien derrière. Je comprends pas, c'est fait exprès ou le mec a une maladie qui fait qu'à chaque fois, il coupe les phrases où il veut? Tiens, passe-moi le. Quoi? Allez! Ah. Bref, autre sujet d'importance, Donna a une liaison avec Steve, son ex-petit ami du lycée, qui a un drôle de réveil matin. Je me demande si tous les gens qui font du trombone sont aussi bizarres. Faut que je demande à ADD. Eh copain, ça rend bizarre le trombone? Non. Ok. Détache-moi. Non. Vic n'est pas encore au courant de la relation de Donna, mais ça va pas tarder. Sa voiture a un petit souci mécanique, et comme le garagiste du coin ne pourra pas s'occuper de sa tire avant un moment, il suit le conseil du facteur qui lui a dit d'aller voir Joe Camber, un mécanicien un peu pécore sur les bords, qui vit dans une ferme reculée avec sa femme, son gosse, et Cujo, son énorme Saint-Bernard. Ah, le salaud de facteur! Je suis sûr qu'il a fait exprès de les emmener là-bas parce qu'il sait qu'il y a Cujo et qu'il va devenir dangereux. À mon avis, il a une vengeance à assouvir. Cela dit, dans l'immédiat, Cujo est tout gentil. N'ayez pas peur, madame. Cujo lui fera rien. Il aime les enfants. Ah oui, à la vinaigrette, oui. Mais déjà, les premiers symptômes apparaissent puisqu'il supporte de moins en moins le bruit. De son côté, Donna est prise de remords vis-à-vis de Vic et annonce à Steve qu'elle ne veut plus le voir.
Il le prend pas super bien et va faire un petit peu le forcing pour que leur relation continue. Alors du coup, ça c'est pas vraiment du forcing, hein, c'est du harcèlement. Après une violente dispute entre deux, Vic les surprend et comprend ce qu'il se passe. Donc pour oublier, il fait de la mécanique sur la voiture de Donna. Ah, chacun sa manière de décompresser, hein. Moi je jette des flageolets du balcon quand je suis vénère. À ce moment-là, c'est la crise. Donna s'en veut, Vic ne sait plus quoi faire, et en plus il a oublié qu'il y connaît rien en mécanique auto. Donc il va falloir emmener la voiture chez Camber. Give me some potatoes, please. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire vous voyez où je veux en venir. Ah bah au collège, moi j'écoutais en anglais, hein. Donc je connais. Et c'est Donna qui va devoir s'y coller puisque Vic doit quitter la ville pour un voyage d'affaires en rapport avec le fameux empoisonnement aux céréales. Par contre, chez les Camber, c'est la fête. Charity, la femme de Joe, a gagné 5000 $ à la loterie. Elle lui a donc offert une chèvre de levage pour son garage et lui demande si en échange, elle peut partir une semaine chez sa sœur avec leur fils. Joe accepte et va direct proposer à son pote Gary, un mec qui semble être atteint de sciogomanie, de venir avec lui. La sciogomanie, pour ceux qui se demandent, c'est un syndrome qui se traduit par un besoin compulsif d'accumuler du bordel et de ne rien jeter. Et lui, manifestement, il est champion. Donc, Joe lui propose d'aller à Vegas, ce qu'il accepte. Joe repart pour se préparer, mais Cujo a définitivement viré dingo et va s'attaquer à Gary, qui agglutine même de la pouillasserie dans son jardin, bordel. Du coup, je me demande si Cujo attaque Gary parce qu'il est énervé par le bruit, ou est-ce que c'est parce que son âme d'écolo se réveille en voyant le chantier. J'en ai rien à foutre! Est-ce que tu m'entends? T'entends, je t'emmerde! Alors, si l'expérience des chiens m'a bien appris une chose, c'est que quand un chien te regarde comme ça et que tu lui vois le blanc des yeux, c'est qu'il a pas envie de coopérer. Cujo défonce la porte d'entrée et saute sur Gary qui cherchait ses cartouches. Mais bon courage vu le merdier qui traîne. Arrive ensuite Joe qui voit le résultat et fonce sur le téléphone pour appeler les secours ou la police. Mais pas le temps, le chien se jette sur lui. Et en rentrant à la maison, il tombe sur Donna et Ted dans leur voiture et commence alors à faire le siège de celle-ci. Mais barrez-vous avec la voiture. Putain, c'est bien les gonzesses, ça, hein. Aucune jugeote dans les moments de crise. Ah oui, merde, c'est vrai que la voiture est en panne. Ah bah c'est bien les mecs ça. Ça promet d'emmener la voiture au garage et ça le fait pas. Et du coup, on est dans la mouise après. Tu sais que c'est super sexiste ce que tu viens de dire là. Attention, hein. Tu fais des amalgames. Attention. Donc, ça n'a l'air de rien comme ça, mais Donna et Tad sont enfermés dans une voiture qui ne fonctionne plus, dans un coin paumé où personne ne reviendra avant une semaine, sous une chaleur intense et cerné par un chien enragé qui doit bien faire 90 kilos. Franchement, après ça, je me plaindrai plus jamais d'être coincé dans un bouchon sur la 13. Surtout que le chien est pas juste là à attendre, il attaque plusieurs fois. Même qu'à un moment, le téléphone de la maison sonne et le bruit le rendant fou, il se jette tête la première contre la voiture. Il enfonce les portières, il arrache les poignées, et ce, jusqu'à l'arrêt de la sonnerie. Bah vous voyez, je pense que ce serait jamais arrivé avec un chihuahua. Hein? T'aurais pas fait de la rage? Un petit toutou, t'aurais pas fait de la rage? La voiture étant en plein soleil, le petit Tad commence à défaillir. Donna tente alors de sortir parce qu'elle ne voit pas Cujo, mais cet enfoiré est allongé devant la voiture. Donc, la voyant descendre, il fait le tour. Dis donc, heureusement qu'il est atteint de la rage et pas de priapisme, hein, parce que la petite Donna, là... Dans 9 mois, elle a une portée de chiot. Hein. Bon, cela dit, je rigole, hein, mais l'attaque est quand même vachement violente. Hein. Elle parvient à retourner dans la voiture et à foutre le gros dehors par je sais quel moyen, et elle tombe dans les vapes avec un Tad en larmes, parce que mine de rien, quand on est gosse, ça doit être hyper impressionnant de voir sa mère se faire attaquer par un énorme chien. Loin de là, Vic se doute que quelque chose ne tourne pas rond parce que personne ne répond au téléphone. Donc il rentre plus tôt que prévu et constate que la maison est sans dessus-dessous. C'est pas le chien qui a fait ça quand même. Oh, agent Kouglof. Inspecteur Boucanet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah écoutez, le coupable a griffé le canapé, il a bu l'eau des toilettes, mangé le sac poubelle et bavé sur les dromons de la chambre. Et pour finir, il a bouffé les sièges de la voiture de la victime. Oh, c'est
C'est très bizarre, ça. Eh bien, je dirais à première vue que le coupable est un voisin. Bon, très bien. Continuez à prendre des notes et continuez vos recherches. Bien. Oh, inspecteur, en fait, il y a quelqu'un qui a appelé là et qui vous demandait à propos de l'affaire des 5%. Ah, c'est satané 5%. Écoutez, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Je travaille encore dessus. En réalité, c'est Steve qui a foutu le bordel dans la maison. Donc la police l'arrête pour l'interroger, mais bien sûr, il y est pour rien. C'est là que Vic se rappelle que Donna devait emmener la voiture chez Camber. Donc il en informe la police qui envoie un agent sur place, mais Cujo fuck the police, donc il tue l'agent. Puisqu'il n'a pas de nouvelles, Vic fonce chez les Camber où la situation devient critique. Parce que Tad a perdu connaissance à cause de la déshydratation, ce qui fait que Donna n'a pas d'autre choix que d'affronter le Cerbère. Elle chope une batte de baseball et lui en met 2-3 coups. Mais Cujo a le crâne dur et se relève à chaque fois. Ah, ça c'est con par contre. Sauf que, par chance, le chien s'empale sur le manche de la batte au moment où il saute sur Donna. Et du coup, il rend son dernier « Oh la grosse tête, oh la grosse tête du gros chien, oh c'est de beau ça, ouh ». Pardon. Donna fonce dans la maison et donne de l'eau à Tad qui revient de loin. Et en parlant de revenir de loin, voilà le gros qui se ramène. Heureusement, Donna a pris le revolver du flic qui s'est fait niaquer un peu plus tôt et abat Cujo. Vic arrive peu après et les retrouve sur le palier de la maison. Ça s'arrête comme ça. Bon, d'accord. Avant de faire cette critique, je n'avais jamais vu Cujo. Du coup, je l'ai découvert pour la première fois il y a quelques semaines. Et très franchement, je dois avouer que je trouve que c'est un film qui est un petit peu long et où il se passe pas grand chose. Et c'est un peu le risque avec les vieux films. Si on n'a pas grandi avec, on n'a pas le même regard. Mais le deuxième visionnage était plus intéressant. Concrètement, le film est en 2 parties. La première est une exposition un peu longuette des personnages et de leurs relations, et la deuxième est un huis clos plein de tension et de suspense. Sauf que la première partie est nécessaire au bon fonctionnement du film et du message qui en ressort. Concrètement, c'est un film qui parle de peur. La peur du noir, la peur des monstres, la peur de perdre son enfant, la peur de perdre sa famille ou son emploi. En clair, ce sont des peurs invisibles, il n'y a rien de palpable là-dedans, alors que la peur que provoque Cujo est tangible. Cujo est réel, et il peut apporter la mort. Les événements de la deuxième partie du film permettent de relativiser ceux de la première partie, et de se dire, bon, ok c'est chiant, mais il y a plus grave. Alors bon, d'accord, l'adultère c'est pas bien, mais à côté de 100 kilos de rage qui essayent de vous bouffer, on rétablit vite l'ordre des priorités. À un moment dans le film, Donna dit quelque chose à propos de Cujo que je trouve très intéressant. Non, écoute-moi, ce n'est pas un monstre, c'est juste un chien. Voilà, c'est une phrase toute simple que n'importe quel adulte pourrait dire à un enfant pour le rassurer, mais elle soulève un point qui m'intéresse. C'est le fait que pour elle, c'est un chien, mais pour lui, c'est un monstre. Alors, déjà que la définition du monstre est très floue, si en plus il faut prendre en compte le fait que suivant l'âge qu'on a, on ne définit pas un monstre de la même manière, ça complique encore plus les choses. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'ai autant de peine pour le monstre d'un film. Cujo n'est qu'un pauvre chien victime de la rage, il se contrôle plus et sa transformation physique au fur et à mesure du film est effrayante. Quand on le voit tout peluché au début et quand on le voit 1 heure plus tard, on croirait pas que c'est le même chien. D'ailleurs, il y a une scène où Billy cherche Cujo dans le brouillard du petit matin, et à ce moment-là, Cujo est déjà très malade. Et quand Billy le trouve, il grogne et s'apprête à l'attaquer. Mais il finit par reconnaître le gamin et se détourne de lui avec un regard vraiment tristoun. Et ben, cette scène est d'autant plus triste quand on comprend que c'est la dernière où Cujo sera lui-même. Il vit un enfer et s'éloigne exprès de ses maîtres pour ne pas leur faire du mal. Au final, Cujo est la victime du film, pas le monstre. Alors j'ai pas lu le roman, mais a priori, à la fin, Tad meurt. Alors c'est pas super cool parce que bon, un gamin qui meurt c'est jamais marrant, mais en même temps, il n'y a pas de raison que toutes les histoires du monde se terminent bien. Sauf que Dee Wallace, l'actrice principale, et le producteur du film voulaient une happy end. Donc ils sont allés voir Stephen King et lui ont demandé s'il pouvait changer la fin. Et en gros, il leur a répondu quelque chose comme « Écoutez, j'ai reçu tellement de lettres d'insultes quand le roman est sorti parce que j'ai tué le gosse, qu'il vaut mieux éviter de faire la même connerie dans le film. » Et en même temps, c'est pas plus mal parce que ça permet d'apporter un petit peu plus de profondeur au personnage de Donna. Parce que du coup, c'est son instinct maternel qui est mis à rude épreuve. Elle doit sauver son fils malgré la menace de Cujo. Et elle le fait, parce qu'elle est prête à donner sa vie
pour le sauver. D'ailleurs, le tournage des scènes dans la ferme des Camber a été très éprouvant pour Dee Wallace et le gamin. Parce que, émotionnellement parlant, se mettre dans un rôle de mère qui doit pleurer, hurler et être attaqué pendant plusieurs jours de tournage, c'est pas simple. Idem pour le gosse. Cujo a été doté d'un budget de 5 millions de dollars, c'est-à-dire 5 millions de moins que le budget moyen de l'époque. Les plus gros budgets du moment étant par exemple de 20 millions de dollars pour Les Dents de la Mer 3D, 32 millions pour Le Retour du Jedi, 27 millions et demi pour Octopussy et 36 millions pour Jamais plus jamais. Tiens, 2 James Bond sortis la même année avec 2 acteurs différents. Bon bref, 36 millions de dollars pour l'époque c'était énorme. Aujourd'hui ça donnerait environ 107 millions de dollars. Et pour Cujo ça donnerait un budget de 14 millions de dollars d'aujourd'hui. Donc autant le budget de l'époque que le budget d'aujourd'hui, ce serait vraiment pas fou. Mais en même temps, Cujo avait pas besoin de coûter cher. Pas d'effets numériques, pas d'animatronique à part une tête de Saint-Bernard, et pas de gros décors. Niveau décor, il y a que l'extérieur de la maison des Trenton qui a été construit pour le film. Sinon, tous les intérieurs et extérieurs ont été filmés dans de vrais décors, à part pour la chambre de Tad, pour la séquence où il court dans le noir vers son lit. Là, il y a eu 2 décors de chambre. Le premier était de taille normale, et le second était plus long, pour traduire la distorsion de l'espace provoquée par l'esprit apeuré du gamin. Un problème d'importance a été les conditions de tournage. Pour la simple et bonne raison que la deuxième partie du film est censée se dérouler sous une chaleur intense. Sauf que le film a été tourné en hiver et qui flottait tout le temps. Alors pour faire croire à une intense chaleur, les acteurs étaient badigeonnés de glycérine pour simuler la transpiration. Et sur ce plan, par exemple, l'équipe a placé une flamme sous l'objectif de la caméra pour simuler la dilatation de l'air quand il fait chaud. Après la chaleur, c'est le verre qui a plus ou moins posé problème. Dans une scène, Donna doit briser la vitre du coffre pour récupérer Tad. Et ben, il s'agissait d'une vraie baie vitrée et Dee Wallace l'a vraiment cassée. Le problème, c'est qu'il y avait du verre partout et qu'elle devait récupérer le gamin malgré ça. Bon, ça s'est bien passé, elle l'a fait quand même, mais elle s'est un peu entaillé la main. Et la deuxième scène avec du verre est le passage où Cujo passe par une vitre. Le making-of ne dit pas si la vitre était vraie, mais le plan a été tourné en une fois. Le réalisateur avait disposé 3 caméras un petit peu partout dans la cuisine, orientées vers la fenêtre pour avoir les plans. Et franchement, le rendu est excellent. Et le chien n'a pas été blessé, bien sûr. Mais ce que je voulais à tout prix savoir en regardant le making-of, c'est comment ils ont fait pour le chien. Mais t'as changé de t-shirt? Ouais, l'autre était plein de poils. Eh bien, l'équipe a fait appel à Carl Miller, un dresseur réputé qui a notamment travaillé sur Babe et sur beaucoup de films avec des chiens. 4 chiens ont été utilisés pour le film. Pourquoi 4 ? Bah déjà parce qu'un chien seul ne peut pas tenir une journée entière de tournage, donc il en faut plusieurs pour se relayer, et aussi parce que chaque chien avait une fonction spécifique. Un servait pour les scènes d'attaque, l'autre pour les scènes où il fallait courir et escalader la voiture, un autre pour grogner et avoir un regard menaçant, et encore un autre pour passer à travers la vitre. Et d'ailleurs, le dressage des chiens a été un petit peu plus compliqué que pour d'autres espèces. Parce que dans le film, Cujo est rapide, agressif et agile. Tout le contraire du Saint-Bernard. Et d'ailleurs, Carl Miller avait proposé d'utiliser des Doberman, puisqu'ils sont beaucoup plus faciles à dresser et beaucoup plus athlétiques. Mais non, il fallait des Saint-Bernard. Et au passage, il a même dressé les chauves-souris. Comme quoi, on peut plus ou moins dresser n'importe quelle espèce animale. Avec moi! Et bien sûr, un vétérinaire était sur place 7 jours sur 7 pour s'occuper des animaux. Mais revenons au dressage des molosses. Pour leur dire où regarder, où courir et comment attaquer, Miller les a entraînés avec des jouets. Et lorsque la prise était lancée, il disait « Cherche le jouet, il est où le jouet ?» Et le chien courait ou attaquait. D'ailleurs, il y a eu un petit incident avec un des chiens lors de la scène de l'attaque de Donna. La cascadeuse qui remplaçait l'actrice avait un jouet autour du cou. Lorsque le chien voyait le jouet, il attaquait, et quand le jouet était caché, il arrêtait. Sauf que quand la prise était finie, le réalisateur a fait « Ok, elle est bonne ». Donc, la cascadeuse a fait « Yes !» en se penchant vers l'avant. Donc le jouet était apparent. Ce qui fait que le Saint-Bernard a pensé qu'il fallait attaquer. Donc en fait, il a mordu vers l'avant et lui a arraché un petit bout de nez. Alors, heureusement, ils ont pu le récupérer, même si, à mon avis, il devait être plein de bave, parce que les Saint-Bernard, ça bave à mort. Et du coup, ils l'ont emmené à l'hôpital et ils lui ont recousu. A priori, elle n'a pas eu de séquelles. Mais comme quoi, même avec des animaux bien dressés, on peut toujours avoir des surprises. Mais pour les chiens, le dressage ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fallu les renforcer physiquement, notamment au niveau des pattes et des hanches, pour qu'ils développent de la puissance pour sauter et courir. Et bien sûr, il a développé aussi leur endurance. Mais il fallait aussi les maquiller, et ça c'est pas facile, dans la mesure où un chien, ça lèche tout ce que ça trouve. A priori, leur maquillage était composé de boue, d'argile et d'eau. Bien sûr, il y a eu du faux sang, et pour le liquide visqueux qui coule des yeux de Cujo, ils ont utilisé de la vaseline. Pour certaines prises, un cascadeur dans un costume a été utilisé, notamment pour la scène où Cujo met des coups de bélier dans la voiture, mais finalement, le costume a très peu été utilisé pour la simple et bonne raison que ça se voyait vraiment que c'était un mec dans un costume.
Cette scène, justement, a été tournée d'une manière très intéressante, je trouve. Sur ce plan, Cujo fonce sur la voiture. Sur le plan d'après, il se cogne la tête, et ensuite on le voit se relever. Et ben, sur ce plan-là, le chien avait été entraîné à courir vers une voiture dont on avait enlevé les portières, pour qu'il puisse sauter à travers. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il fonce dessus sans scier. Et qui se cogne vraiment la tête dedans. Fallait y penser, mais c'est efficace. D'ailleurs, c'est à la demande du directeur de la photographie Jean de Bonte, connu pour avoir réalisé Speed et Twister notamment, que l'équipe du film s'est servi de 7 modèles de Ford Pinto démontables en divers endroits. Jean de Bonte voulait filmer l'action de différents points de vue pour éviter qu'une certaine monotonie des plans ne s'installe en voyant le film. Ce qui fait qu'on va directement passer à la mise en scène, on reviendra sur la musique après. Le film a des moments très forts, notamment lorsque Cujo fait le siège de la voiture. Dans une des scènes, Donna se réveille, la caméra fait un déplacement sur le côté, laissant entrer la tête de Cujo dans le champ, qui la regarde en grognant. Ça surprend déjà, mais en plus, la promiscuité de la voiture rend la scène encore plus intense, puisque concrètement, la seule protection qu'ils ont, c'est cette mince couche de verre qu'est la fenêtre. Dans les séquences que je retiens, j'en ai déjà parlé, il y a le moment où Tad éteint la lumière de sa chambre, et que la perspective de la pièce change. Je crois que, quand on était gamin, on a tous eu cette appréhension quand on éteignait la lumière de notre chambre. Comme quand on est dans un rêve et qu'on avance, mais qu'on bouge pas de place. C'est vraiment une sensation effrayante. Et le plan traduit bien ça. Un plan qui file la gerbe, mais qui colle parfaitement à la situation, c'est le 360 degrés que fait la caméra lorsque Donna a été attaquée par Cujo et qu'elle tombe dans les vapes. Au fur et à mesure qu'elle tourne, Donna s'évanouit et le gamin pleure de plus en plus, et le mélange de cris du petit et de la musique rend la scène horrible. Ça donne l'impression de devenir fou et d'avoir le tournis, c'est angoissant. À ce propos, les scènes d'attaque sont franchement impressionnantes malgré l'âge du film. Et même si ça bouge dans tous les sens et que les plans sont coupés très courts, ça reste vraiment lisible. Puisque c'est la première fois que j'ai vu le film, c'est aussi la première fois que j'ai entendu la musique de Cujo. Elle a été composée par Charles Bernstein, un compositeur américain connu pour avoir fait les bandes originales du premier Freddy, d'Inglorious Bastard et du film L'Emprise, que je vous recommande et qui d'ailleurs m'avait marqué par le thème donné à l'entité qui tourmente Clara Moran. Et c'est Charles Bernstein, faut pas confondre avec Elmer Bernstein. Lui, on en reparlera quand on abordera SOS Fantôme et le Loup-garou de Londres. Et il faut pas non plus confondre avec Leonard Bernstein, qui lui était un très grand chef d'orchestre et compositeur qui notamment a été le directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York. La bande originale est une des plus mélancoliques et tristes que j'ai eu l'occasion d'écouter. Elle a 3 thèmes majeurs. Le premier, celui de Cujo, est un thème fait avec des notes basses de cor. D'ailleurs, il a été placé au tout début du film avec une séquence qui à la base n'était pas prévue. Mais Bernstein voulait que dès le début, on annonce au spectateur que l'histoire n'allait pas être une histoire heureuse. Sinon, il aurait commencé directement par la poursuite du lapin, et cette scène est accompagnée d'une musique qui pourrait traduire un genre de paradis ou un genre d'insouciance. Et d'ailleurs, lorsque Cujo apparaît pour la première fois, son thème retentit de nouveau. Il y a ensuite un thème que Bernstein appelle le thème de la peur. On l'entend à des moments bien particuliers, comme par exemple lorsque Tad est dans sa chambre, ou lorsque Donna se sent seule et perdue dans son mariage. Mais ce thème se transforme plus tard en une délivrance, comme pour dire, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Ce qui participe au fait que le film est quand même pas mal, c'est surtout le jeu des acteurs, et notamment celui de la mère et du gamin. Le jeu de regard est très bon, je trouve. J'aime bien cette façon de jouer, c'est pour ça que j'adore Kaamelott ou les films des Z à Z. Le regard peut traduire tellement de choses, notamment au niveau de la comédie. C'est vraiment intéressant à analyser. Donc, Dee Wallace est le grand nom du film. Elle le porte sur ses épaules et assure comme une bête. Sa carrière a été lancée en 1977 avec La colline à des yeux de Wes Craven. Et c'est après avoir joué dans Hurlement de Joe Dante qu'elle est retenue par Steven Spielberg pour jouer dans E.T. où elle joue la maman d'Elliot. Par la suite, elle a joué dans des films qui viendront enrichir la chaîne, puisqu'elle a joué dans Critters, le film et la série, Alligator 2, La mutation, dans Fantôme contre Fantôme, Abominable, Halloween de Rob Zombie, et bien sûr, ne l'oublions pas, elle a aussi joué dans le formidable Eden Formula. Danny Pintorro, qui joue le petit garçon, n'a pas vraiment une carrière riche, puisque les seuls films ou séries notables dans lesquels il a joué sont Cujo et Madame est servie. Daniel Hugh Kelly a une carrière très fournie à la télévision, mais au cinéma on l'a pu le voir notamment dans un film que j'ai vu il y a longtemps, mais qui m'avait marqué,
c'est 50 degrés Fahrenheit. L'histoire de deux mecs qui doivent empêcher une bombe d'exploser si elle passe au-dessus de 50 degrés Fahrenheit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai souvenir que ce film était sympa. Christopher Stone, qui était à l'époque marié avec Dee Wallace, a lui aussi une carrière très très riche au niveau des séries. Concrètement, il a joué dans toutes les séries des années 70 et 80. En revanche, pour le cinéma, à part Hurlement et Cujo, il n'y a rien qui retient l'attention. Ed Lotter, à l'inverse, a une carrière au cinéma très fournie. Et on aura l'occasion de le voir pas mal de fois, puisque parmi les films dans lesquels il a joué, on peut compter le King Kong de 1976, le Bison Blanc avec Charles Bronson, Starship Troopers 2. Alors je sais que dans l'épisode sur The Mist, j'avais dit que Starship Troopers 2, on n'en parlerait pas. Mais il n'y avait pas les monstres de l'été à l'époque. Maintenant qu'il y a les monstres de l'été, on parlera de Starship Troopers 2. Et sinon, pour citer des films connus qui ne sont pas des films de monstres dans lesquels il a joué, on peut citer French Connection 2, Le Justicier de New York, Le Contrat avec Schwarzenegger, Né un 4 juillet avec Tom Cruise, True Romance, Les Hommes de l'Ombre, Mi-temps, mi-tard, ou encore The Artist. Et pour l'anecdote, Billy Jane, qui joue Brett, était un des rôles principaux dans Parker Lewis ne perd jamais. Plus j'y pense, plus je le vois, et plus je me dis que Cujo, malgré l'âge, est encore un bon film. Bon, il souffre de quelques longueurs, hein, et puis bon, l'histoire est assez simple, hein, parce que concrètement, pendant la moitié du film, on voit un chien essayer de bouffer une femme et son gosse enfermés dans une voiture. Mais il y a quelques moments qui sont encore pas mal tendus, hein. Et puis, il aura quand même permis de faire monter le chien au panthéon des monstres de film. Et il faut vraiment que je coupe mon téléphone quand on tourne, c'est pas possible ça. C'est qui ça? Allô? Ils reviennent! Ils reviennent! Comment? Y a plus de place en enfer! Quoi? Ils reviennent sur Terre! Ouais. C'était qui? Bah j'en sais rien, mais si c'était un vendeur de Velux, faut vraiment qu'il retravaille son approche, hein.